On va donc avoir un intervenant différent. Hein. On va passer de la danse sur glace. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait de la danse sur glace dans sa vie. Celui qui va nous rejoindre dans quelques instants, c'est plutôt un pro de basket. Il est basketteur pro depuis 2007, malgré son jeune âge. Il était champion de France en Pro B, notamment dans la région à Bourg-en-Bresse, à la JL Bourg en 2017. En 2022, dans son pays d'origine, avec le SLUC Nancy. Champion du monde 3-3 en mixte en Grèce en 2012. Il était meneur ou arrière. Voilà, il était effectivement, il est toujours un sacré champion, un sacré bonhomme. Il a fondé une association dont on voulait parler aussi, qui s'appelle Sikalobi, pour les écoliers de la République du Congo. C'est de la prévention et de la gestion des déchets. Et il va nous parler, lui, d'oser. Oser quoi? Eh bien, oser rêver à contre-courant. Je vous demande d'accueillir Meredith Oumounou. Tu n'as jamais fait de danse sur glace, hein, rassure-moi. Non, jamais. Il me semblait aussi. Être adulte, c'est quoi? Selon moi, un adulte, c'est un enfant face à son rêve et la complexité de la réalisation de celui-ci. Je vous explique. Très jeune, j'ai développé le syndrome de Peter Pan. Je ne voulais absolument pas grandir. Car pour moi, il était inconcevable qu'un rêve d'enfant puisse se réaliser une fois adulte. Je suis né à Nancy, dans une famille de 6 enfants. Je suis l'avant-dernier. Mes parents sont d'origine congolaise et sont arrivés en France dans les années 80. Grandir en Lorraine dans les années 80-90 pour des enfants noirs, il faut dire ce qui est, la discrimination, on l'a vécu. Et la réponse de mon père et de ma mère face à la discrimination pour leurs enfants, c'était l'excellence scolaire. Il fallait être excellent à l'école, faire 2, voire 3 fois plus que les autres pour avoir les mêmes chances. Et il faut dire qu'on a eu un très bon exemple. Mon père est détenteur d'un doctorat en physique-chimie, professeur de physique-chimie. Il est aussi principal d'un collège, il a été principal d'un collège et proviseur d'un lycée. Donc autant dire que la pression scolaire, on a aussi connu. Et malheureusement pour mes parents, dès l'âge de 5 ans, mon seul rêve à moi est de jouer au basket. À 5 ans, je découvre le basket grâce à mes frères et à une cassette de Michael Jordan, Come Fly With Me. Voir Michael Jordan sauter dans les airs, déjà c'est impressionnant, mais pour moi c'est une vraie révélation. J'ai envie de l'imiter. Et un jour, alors que je fais mes devoirs, j'ai besoin d'un dictionnaire. Pour les gens qui sont nés en 2000, c'est ça un dictionnaire, ça ressemble à ça. C'est pas Wikipédia, mais bon. Et donc, je finis mes devoirs et à un moment donné, je feuillette ce dictionnaire, jusqu'à arriver au dictionnaire des noms propres. Et là, ce que j'y trouve le nom de grands hommes et femmes qui ont réalisé de grandes choses. Ils avaient tous un rêve, une idée, une ambition, et ils avaient tout mis en œuvre pour les réaliser. À tel point qu'ils ont marqué leur histoire, mais ils ont marqué l'histoire. Et je me dis qu'à cet instant-là, pour moi, c'est ma deuxième révélation, et je me dis qu'un jour, peut-être je pourrais mettre mon nom dans ce dictionnaire. Alors, fort de ces 2 révélations et définitivement débarrassé de mon syndrome de Peter Pan, je cours voir mon père et je lui demande de m'inscrire au basket. Sa réponse, c'est un non catégorique. Pour lui, le sport est un luxe que l'on mérite lorsqu'on a des bonnes notes à l'école et une attitude irréprochable. Ce qui n'est pas mon cas. J'avais des notes correctes, mais en classe, j'étais plus là pour faire rire et bavarder qu'autre chose. Contrairement à ma sœur, ma grande sœur, qui était une élève studieuse et qui avait la chance de faire du basket. Mais tout cela va changer à l'âge de 10 ans, quand ma famille déménage en région parisienne. À ce moment-là, ma sœur rejoint un nouveau club et sans rien dire à personne, par pitié pour son petit frère, elle décide de m'amener à mon premier entraînement de basket. J'arrive dans la salle et mes yeux s'émerveillent. Je suis dans mon élément. À la fin de l'entraînement, mon père vient me récupérer. Me voyant épanoui, il décide
enfin de m'inscrire au basket. Sous réserve d'avoir des bonnes notes, bien sûr. Et arrivent donc les premiers entraînements, puis les premiers matchs. Lors l'un d'eux, à la fin, je suis dans la voiture avec ma sœur, qui est, elle, très douée, et elle me donne des conseils. Elle me dit, en attaque, tu devrais faire comme ceci, ou en défense, comme cela. Et moi, j'ai aucune envie de l'écouter. Je lui dis, non, t'inquiète pas, je sais quoi faire. Mon père qui conduit, qui entend cette conversation, me dit, fils, ton seul problème, c'est que tu n'acceptes pas les critiques. Et si tu n'acceptes pas les critiques, tu ne progresseras jamais. Cette phrase, elle résonne en moi. Parce que 25 ans plus tard, je la délivre encore. Elle résonne parce que, à cet instant précis, mon seul rêve, ma seule ambition est de devenir basketteur. Je veux progresser. Alors je me dis qu'à ce moment, à partir de ce moment, j'écouterai chaque critique, chaque remarque pour devenir meilleur. Alors les premières années de basket se passent et maintenant j'ai 15 ans. Je suis en seconde. Pour me rendre au basket, je dois prendre un premier bus, puis un train, puis un autre bus. Ceux qui sont en région parisienne, c'est plutôt un RER. Et je mets 1 heure environ. Mes entraînements commencent à 20h et finissent à 22h. Pour rentrer, le dernier bus est à 21h45. Donc mon entraîneur me laisse partir à 21h30 pour que je puisse prendre le dernier bus de 21h45, puis un RER, puis l'autre bus. Il arrive que le RER soit en retard et que je rate le deuxième bus. Il m'arrive de marcher 40 minutes, sous la pluie, 50 minutes. Ça m'est égal. Et à cette même période, ma sœur, qui vit sa dernière année de basket, avant d'intégrer la fac de médecine, a les mêmes horaires d'entraînement que moi, à des jours différents. Mais elle, le soir, c'est mon père qui vient la chercher. Bon, c'est la fifi à son papa, je comprends. Il est arrivé une seule fois, que je rate le bus de 21h45. À ce moment-là, j'appelle mon père et je lui demande de venir me chercher. Un peu énervé d'avoir dû se déplacer, il arrive, il me récupère, et on est dans la voiture, et il me dit « Si tu n'es pas capable de faire du basket, d'avoir des bonnes notes et rentrer seul à la maison, tu arrêtes le basket. » Pour ceux qui connaissent mon père, il parle exactement comme ça. « Je arrête le basket. » À ce moment-là, je me rends compte que mon père n'est pas conscient de ce que j'essaie de mener, mon combat, mon rêve. Il ne sait pas ce que j'essaie de créer à cet instant précis. Mais je me dis aussi qu'avec la pression scolaire que j'ai, avec bientôt le bac de français, plus le bac qui va arriver, le rythme qui est là, je ne pourrai pas l'assumer. Il faut que je trouve une solution. Alors, je discute avec mes entraîneurs de l'époque et ils me poussent à aller faire des détections à un centre de formation, celui du Havre. Mon père accepte de me laisser y aller, j'y vais et j'y reviens avec une bonne nouvelle. Je suis pris. Je l'annonce à mon père et mon père me dit « on verra ». Ok, ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais d'accord. La première semaine passe, toujours pas de réponse. Les coachs du Havre m'appellent pour connaître la réponse de mon père, je ne peux rien leur dire. Deuxième semaine, toujours rien. À 15 ans, ça bouillonne en moi. Je ne comprends pas. Je tourne en rond et je deviens infernal. Troisième semaine, toujours rien. À ce moment-là, j'essaie de trouver du réconfort auprès de mes proches, mais mon attitude est un peu délétère, forcément. Et ma grande sœur me dit ceci, hein. Tu sais, je connais un jeune garçon bien plus doué que toi, qui aujourd'hui à Nancy, là où on habitait avant, s'entraîne avec les pros et ne joue pas. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, un jour, tu pourras devenir pro? Cette phrase pique mon ego. J'ai 15 ans et je lui réponds du tac au tac. Tu sais, je ne connais pas ton ami, mais je serai meilleur que lui. Et un jour, je finirai pro. Je fonce dans ma chambre, en colère, je claque la porte, sur mon lit, je suis un adolescent, donc je suis... Et je tourne en rond. À ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc je décide d'écrire une lettre. D'écrire une lettre où je pourrais y mettre mon rêve, ma colère, mon incompréhension face à l'indécision de mon père. Une lettre de drame, une lettre d'adolescent.
Et n'ayant pas le courage de le donner à mes parents, je décide de la poser sur mon bureau. Parce que je sais que à chaque fois que je pars à l'école, ma mère vient dans ma chambre pour la nettoyer et regarde mon bureau pour savoir si j'ai des bonnes et mauvaises notes qui traînent. Donc je me dis qu'elle verra sûrement cette lettre, la partagera avec mon père, et on verra ce qui se passera. Alors, je pars à l'école, puis je reviens. Je regarde mon bureau, la lettre a bougé. Bingo. Et j'avais raison. J'avais raison. Une semaine après, mon père me laisse aller au centre de formation. Le centre de formation du Havre, j'y ai passé 3 ans. Et les premières années ont été très difficiles. J'arrive dans ce centre de formation entouré de 12 autres enfants du même âge que moi, avec le même rêve et bien plus de talent. Dans cette compétition, je suis loin d'être le meilleur. Mais je n'ai pas le choix, parce que je n'ai pas de retour en arrière. Alors ce que je fais, je travaille dur, 2 fois plus que les autres, pour essayer de me faire ma place. Et ça paye. La deuxième année, je deviens capitaine de l'équipe de cadets, et avec mon équipe, on atteint la finale de la Coupe de France à Bercy. C'est le deuxième match auquel mon père assistera. On perd cette finale. La troisième année, on est champion de France Espoir, je m'entraîne avec les pros, et à la fin de ces 3 ans, je signe mon premier contrat pro à Évreux, en 2e division. J'ai mon bac en poche. Maintenant que je suis pro, j'arrête les études, ce qui ne plaît pas du tout à mon père. Et pendant mes premières années pro, mon père et même ma mère vont me pousser à reprendre les études, constamment, à me parler de après-carrière, à me parler de reprendre les études directement. Mais moi, ma seule ambition est de me consacrer totalement à mon sport. Et en 2012, j'ai la chance, l'honneur de représenter la France au championnat du monde de 3-3 à Athènes. J'en reviens avec 2 médailles. Ce qui a montré à mes parents que le chemin que j'avais décidé d'emprunter pouvait m'apporter de belles choses. Dans la même période, mon père est muté à Outre-mer, on se voit très peu et on se parle essentiellement par téléphone. L'été, je suis en vacances et lui, il revient à la maison, donc on se croise. Et après 2012, après ces médailles, j'ai un besoin de rester plus souvent l'été avec lui. Donc je décide d'arrêter de partir en vacances. L'été, le matin, je me lève, je vais m'entraîner. Puis je reviens à la maison, je passe du temps avec mon père devant la télé, sans trop parler, en silence. On parle essentiellement de foot. Et pour Marseille, moi PSG, vous comprenez les discussions. Et puis on mange, puis je repars m'entraîner l'après-midi, puis je reviens, et le soir, rebelote, je repars m'entraîner. Et je fais ça chaque jour, chaque semaine, chaque été. Mon père voit cette éthique de travail, et sans dire trop de mots, il voit à quel point je me dédie à mon sport. Il me comprend un peu, il me comprend mieux, et je le comprends mieux. En 2016, je joue à Bourg-en-Bresse. J'invite mes parents à un match. Ils y assistent avec ma femme. Et à la fin du match, ma femme me prend à part. Elle me dit, tu sais, quand le speaker a annoncé ton nom, et le numéro 11, Meredith Oumounou, et que les 2500 personnes ont repris en chœur, Oumounou, ton père a versé une larme. À ce moment-là, je fais la même pause qu'eux, parce que je ne m'y attends pas. On rentre à la maison, et mon père me dit, tu sais, j'ai discuté avec l'entourage du club, le président, des sponsors, des supporters. Ils m'ont tous dit du bien de toi. Surtout que tu étais travailleur, bien élevé. Et ça m'a rendu fier. Mais de cette larme, on ne l'a jamais évoquée. Et c'est tant mieux comme ça. Parce qu'aujourd'hui, mon père, c'est mon plus grand fan. Il regarde tous mes matchs. Il m'appelle après chaque match. Il me donne des conseils que j'écoute. Et tout le temps présent et derrière moi. Et même lorsque j'ai
repris les études pour décrocher un master en management à l'EM Lyon, il était moins heureux que je lui annonce cette nouvelle que lorsque j'ai décroché mon deuxième titre de champion de France avec Nancy. Ah oui, Nancy, ma ville natale. Pour rappeler, le club où ma sœur m'a dit que je ne jouerais jamais. Eh ben, j'y ai passé 6 saisons. 4 en tant que capitaine. J'ai joué 212 matchs. Je suis le 6e joueur le plus capé de l'histoire, 3e meilleur passeur de l'histoire du club, et j'ai un titre de champion de France. Je ne savais pas que c'était possible, mais pour moi, ce n'était pas impossible. Et ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, vous qui avez un rêve, une ambition, c'est d'y croire à fond. Et de ne pas tenir rigueur aux personnes qui peuvent y mettre des doutes, votre entourage, ou qui puissent ne pas vous pousser dans cette direction, car un rêve, c'est quelque chose de personnel. Le soir, quand vous vous couchez et que vous rêvez, vous vous réveillez, il n'y a aucune personne de votre entourage qui vous appelle pour dire qu'il a fait le même rêve que vous. Aucune personne, lorsque vous racontez votre rêve, vous omettez des détails. Vous ne pouvez pas expliquer à quel point vous avez des frissons, à quel point votre cœur a battu à chamade. Et c'est la même chose avec votre rêve, une ambition. Il est très difficile d'expliquer l'inexplicable. Croyez-moi, ma plus grande fierté, ce n'est pas mes titres, mais c'est l'impact qu'a eu la poursuite de mon rêve sur mon entourage. Et poursuivre son rêve vous influencera votre entourage, votre famille, vos amis, vos voisins, et même des inconnus. Au point que vous pourrez peut-être marquer votre histoire, mais marquer l'histoire. Alors, pour finir, j'ai 2 clés à vous donner. La première clé, j'aurai besoin d'aide. Donc je vais demander à l'une des personnes les plus importantes de ma vie de m'aider. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Oumonou. J'aimerais partager avec vous cette réflexion que j'avais faite à mon fils en ce temps-là, quand il avait commencé son basket. Je lui ai fait savoir que la vie, c'est une école au cours de laquelle on apprend toujours et qu'il faut tenir compte des critiques qui nous sont faites par les gens bien intentionnés. Et ça nous permet de progresser et d'atteindre notre but. Si on n'en tient pas compte, on va droit dans le mur. Alors, je vous remercie de vous atteler effectivement à essayer de mettre en pratique ce petit principe. Merci. La deuxième clé que j'aimerais vous partager est celle-ci. N'ayez pas peur d'être incompris. N'ayez pas peur d'être bizarre aux yeux des autres. Car ce qui est bizarre n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal n'est pas ordinaire. Ce qui n'est pas ordinaire est extraordinaire. Alors soyez extraordinaire. Merci. Bravo, bravo Mérédis Oumonou.